Alors, Monsieur le Président, je rappellerai ce que plusieurs de mes collègues ont noté jusqu'ici, c'est que ça fait 20 ans qu'on a déjà eu ce débat à la Chambre des communes et que les députés ont voté à l'unanimité pour adopter l'initiative d'Ed Broadbent pour éliminer la pauvreté chez les enfants. Merci, Madame. Très gentil. C'était donc en 1989. Et on tient aujourd'hui un débat qui a déjà été tenu, après lequel on s'est entendu sur les conclusions. Il aurait été à propos d'agir. Mais j'aimerais faire un crochet par chez moi, par ma circonscription qui recoupe une bonne partie de l'est de Longueuil. Longueuil, pour ceux qui la connaissent moins bien, est une ville qui a une réputation de banlieue confortable. C'est une réputation qui dissimule, par contre, une pauvreté ancrée, une pauvreté aux racines profondes. Des quartiers plus aisés, comme le Vieux-Longueuil, par exemple, ou le Parcours du Cerf, sont côte à côte, avec des quartiers où les quotidiens sont très différents. Les quartiers Sacré-Cœur, Carillon et Fatima. C'est un Longueuil dont on parle beaucoup moins, qu'on essaie de taire même. Je vis à Longueuil depuis maintenant 15 ans et j'ai cru pouvoir dire qu'avec cette expérience de vie, cette expérience de voisinage, je connaissais bien ma ville. Je croyais bien connaître la situation des gens autour de moi. J'ai passé les dernières années, depuis que je suis député, à connaître un autre Longueuil. Des communautés et des quartiers loin des réputations qu'on appose à notre coin de la Rive-Sud. Des quartiers où on vit souvent plus difficilement, où on travaille fort pour un taux horaire qui n'est souvent pas suffisant pour s'assurer un train de vie digne, où on travaille fort aussi pour donner à des enfants de quoi bien manger, de quoi apprendre à lire et à compter, ou encore pour leur léguer des ressources dont les parents n'ont pas nécessairement bénéficié eux-mêmes. Longueuil est habité par des personnes qui savent bien ce que sont l'itinérance, la précarité et la pauvreté. À Longueuil, on connaît aussi l'analphabétisme. On connaît aussi, et parfois plus qu'ailleurs, des logements insalubres. À Longueuil aussi, les familles, souvent des familles monoparentales, consacrent des parts inquiétantes et anormales de leurs revenus seulement pour payer le loyer et s'assurer un toit. À Longueuil aussi, les familles immigrantes se sentent parfois laissées à elles-mêmes dans un pays qu'elles ne connaissent pas. À Longueuil aussi, on a des déserts alimentaires où une alimentation de qualité est hors de portée pour un trop grand nombre de citoyens. Hors de prix et difficilement accessible à pied ou en transport en commun. On peut dire que c'est la face cachée de Longueuil, mais qui représente le quotidien d'énormément de femmes, d'hommes et bien entendu d'enfants. Près de 37 des jeunes à Longueuil, 37 font partie de familles qui sont sous le seuil de la pauvreté. C'est un chiffre vraiment troublant. Ce n'est pas une ville mono-industrielle dévitalisée. C'est cette banlieue qu'on qualifie de Rive-Sud. Ce qui est exceptionnel, cependant, c'est que ce n'est pas ce que je viens de vous raconter. Parce que Longueuil se démarque surtout par la réponse qu'elle donne à cette pauvreté sur son territoire. Elle répond avec une solidarité puissante et exceptionnelle qui montre ce que les Québécois savent accomplir lorsqu'ils s'entraident et se tiennent les coudes. Elle répond aussi avec un réseau communautaire tissé serré, le plus important dans la région, chapeauté par une armée de bénévoles. C'est toute une infrastructure nécessaire qui a été construite. Une infrastructure d'aide et d'entraide édifiée par des Québécois entrepreneurs et bâtisseurs qui ont construit ce qu'il fallait pour épauler des citoyens dans leurs défis de tous les jours. Des défis tout simples, des défis de santé, de sécurité, d'éducation. Des tables de vie de quartier qui donnent un avenir à nos collectivités en créant un réel milieu de vie, en favorisant la participation citoyenne. Des maisons de jeunes dynamiques et essentielles, des banques alimentaires qui font l'impossible et qui, malheureusement, ne suffisent pas à la demande de plus en plus croissante. Des initiatives aussi qui détonnent par leur audace, à l'image des organismes entreprenants qui les pilotent à bout de bras. J'ai d'ailleurs eu le privilège de contribuer à certaines des initiatives en bénévolant avec mon équipe. Ce sont des expériences touchantes et révélatrices. Je n'ai qu'à penser au magasin partage de l'entraide chez nous, à la construction d'un jardin collectif dans le quartier Carillon, à la distribution de paniers de Noël avec les jeunes de l'école secondaire Gérard Filion, à l'opération tirelire de notre auberge du cœur, j'en passe. La motion devant nous, aujourd'hui, démontre le rôle que peut jouer le fédéral pour s'assurer que ces organismes sont épaulés et non pas abandonnés par les gouvernements alors qu'ils font un travail si essentiel. Un travail qui contribue à l'avancement social, à l'amélioration des conditions économiques et donc qui bénéficie à tout le monde. La motion met de l'avant notre souhait que le Canada se donne un plan pour réduire la pauvreté. Ce serait déjà une première étape pour répondre à la résolution d'il y a 20 ans qui avait fait l'unanimité parmi les élus ici. On demande un plan d'action pour réduire la pauvreté qui tienne compte du besoin de logements abordables pour les citoyens qui vivent avec des revenus modestes. On demande qu'on tienne compte de l'alimentation des enfants. On demande qu'on examine la sécurité économique des familles dans cet éventuel plan d'attaque sur la pauvreté. En somme, on propose que le gouvernement fédéral rassemble et plutôt que de jouer des spectateurs, qu'il mène le combat contre la pauvreté au Canada et au Québec.
qu'ils travaillent dans un esprit coopératif avec le Québec et les provinces, les territoires, les communautés autochtones pour arriver à des résultats concrets qui vont nous permettre de répondre à nos engagements internationaux, qui vont aussi nous permettre d'être à la hauteur de nos obligations morales envers les enfants, envers finalement les citoyens les plus vulnérables. Et j'ajouterai ici, les enfants, ce n'est pas un pourcentage de la population, c'est 100 de notre futur. Je parlais de toutes les initiatives d'organismes et de citoyens qui améliorent la vie des quartiers de Longueuil et de leurs résidents. La plupart de ces initiatives ont ceci de commun, c'est qu'elles investissent la plus grande partie de leurs espoirs et efforts auprès des enfants et adolescents. Un plan de lutte à la pauvreté au fédéral bien financé et assorti d'objectifs mesurables et de calendrier précis, ce serait très certainement profitable non seulement pour les citoyens, mais aussi pour le réseau communautaire qui est déjà à pied d'œuvre sur les chantiers du logement abordable, de l'éducation alimentaire et financière, de l'aide aux familles et à la réinsertion. Un plan comme celui-là doit venir conforter et appuyer leur travail. Ils connaissent le terrain. Ils font partie du paysage social et économique. Les experts, c'est eux. C'est eux. Les experts, ce sont eux. À Longueuil, je pense au projet Cultiver nos savoirs, un projet d'engouement citoyen qui fait germer à la fois un jardin collectif et une initiative d'aide aux devoirs. C'est une mise en commun de l'engagement communautaire des résidents du quartier. Ce projet est une initiative de la table de vie de quartier Carillon-Saint-Pédis. Encore une fois, les tables de vie de quartier démontrent pleinement leur rôle pilier dans notre communauté. En plus de la table de vie de quartier, Carillon, les tables de vie de quartier Sacré-Cœur et des quartiers Notre-Dame sont des facteurs majeurs de participation citoyenne et d'engagement social. Par ces initiatives, qui vont du jardin collectif au projet d'une murale, vont à l'aide aux devoirs, à la corderie qui permet un troc de services entre citoyens, les tables de vie de quartier font de nos différents quartiers de réels milieux de vie. Elles créent des sentiments de fierté chez nos jeunes et d'appartenance. À la courte pointe du réseau communautaire s'ajoutent d'autres organismes, comme le Fablier, qui œuvre sur le terrain de l'alphabétisation et qui donne des moyens aux mères et aux familles, des moyens qui permettront aux enfants d'apprendre autant à la maison qu'à l'école. Tant d'autres initiatives précieuses et hors de l'ordinaire. La maisonnette Berthelet, qui, malgré une perte importante de financement, se retrousse les manches année après année et encore cette année a mis sur pied la mission des Anges de Noël dans le but de parrainer un enfant afin qu'il puisse recevoir un cadeau du Père Noël. Cette initiative touche 500 résidents démunis dans notre région de Longueuil, dont 300 enfants. Sans la maisonnette Berthelet, ces jeunes n'auraient pas la chance ni le bonheur de recevoir un cadeau dans une fête de Noël. Je pense aussi au projet d'Isabelle Caron, baptisé les Sommeurs d'étincelles, une idée fantastique qui invite les étudiants du secondaire à rester à l'école jusqu'au bout de leurs rêves. Ou à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge, une vraie patinoire réfrigérée à la hauteur de la LNH et qui a été ouverte dans les quartiers qui avaient bien besoin d'une bonne nouvelle le mois dernier au parc Lionel Groulx, grâce à la Fondation Bon Départ des Canadiens et à la Fondation Bon Départ des Canadiens intérieurs et à la Fondation des Canadiens, une initiative tellement appréciée dans le quartier, un quartier qui a besoin de rester actif, de bouger, de faire de l'exercice, mais surtout de rêver un peu. D'autres organismes ont une mission d'être des infrastructures, des piliers pour les jeunes qui se retrouvent dans des situations de vulnérabilité. Des organismes exceptionnels, des piliers de leur quartier. Je pense à la Maison Tremplin dont j'ai eu l'honneur d'être ambassadeur, à la Maison Jonathan, 2 pas de mon bureau. Tous ces organismes qui, évidemment, font toute une différence dans notre vie chez nous. Je parle de tous ces efforts, de toutes ces travailleuses, de tous ces travailleurs du secteur communautaire qui travaillent dans l'ombre parce qu'il faut comprendre que chez nous, au Québec, à Longueuil, on s'est pris en main pour combattre la pauvreté. Pour qu'une génération à la fois, une famille à la fois, un enfant à la fois, on remette l'avenir entre la main des jeunes, on s'est donné des moyens de s'attaquer à la pauvreté. En envoyant une cohorte de députés néo-démocrates à Ottawa, les Québécois envoient le signal que ce travail-là n'est pas terminé. Le NPD a le devoir de se faire la voix de la lutte contre la pauvreté et de tous les efforts qu'il reste à faire, parce que le fédéral a la responsabilité d'appuyer ces efforts, d'épauler ce travail de tout son poids. Faire autrement, c'est mettre de côté nos plus grandes forces. Il faut qu'ils le sachent, ces jeunes, parce que j'ai le bonheur de les croiser tous les jours dans les quartiers de Longueuil. Nos plus grandes forces, c'est eux.